3, 2, 1... Salut la team, comment ça va en ce mercredi? Aujourd'hui au départ j'avais prévu de vous faire un Airball Project, mais plutôt que de vous faire une analyse de prospect classique, j'ai décidé de vous faire un truc un peu plus spécial, en mode hors série, tuto. Gravitational potential energy to kinetic energy. Ouais, au départ je m'étais dit que je voulais profiter de la bulle de G-League pour vous parler de Jalen Green ou de Jonathan Kuminga, mais je me suis dit que c'était bête vu ce qui nous attendait dans les semaines à venir. Parce que ouais, dimanche c'était le Selection Sunday aux États-Unis et jeudi, c'est-à-dire demain, si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie, c'est le début de la March Madness. Et oui, ça veut dire que là, depuis quelques jours, on connaît tout le bracket de ce tournoi qui est l'un des événements sportifs les plus suivis chaque année aux États-Unis. Franchement, il y a de vraies forces en présence et déjà de belles affiches qui nous attendent. Vraiment, toutes les bases semblent posées pour qu'on ait une belle March Madness. Après bon, j'avoue que ne pas voir Duke ou Kentucky, ça me fait bizarre un peu, mais c'est comme ça. C'est bizarre donc que ces deux facs légendaires n'aient pas été sélectionnés, comment ça se fait? Ah attends, je ne vais pas refaire l'intégralité de mon guide sur la NCAA que j'avais sorti il y a quelques mois, j'expliquais tout le fonctionnement déjà. Si tu veux tout comprendre sur le système sportif universitaire aux US, je te conseille d'aller y faire un tour avant de mater cette vidéo, je mets une pastille là-haut. Moi aujourd'hui je veux plutôt faire une preview, des prédictions, et encore prédictions c'est pas vraiment le mot. En fait je me dis que tout comme moi là, il doit y avoir pas mal de gens qui sont hypés par la March Madness. Il y a peut-être d'autres gens qui veulent des petits tips avant de remplir leur bracket, la grande tradition. Et du coup je me suis dit que là ce serait cool de vous présenter les facs à suivre selon moi, mais aussi les joueurs qu'il faudra regarder de façon très attentive. Après là ce que je vais faire, contrairement à d'autres fois, ce n'est pas un classement, ni un top, ni une pyramide en tiers, ni rien du tout, ça va plutôt être quelque chose de subjectif. Mais voilà, quand même, avant le tournoi, je me disais que ça pouvait être intéressant de vous parler de mes équipes ou de mes joueurs coup de cœur. Puis même sans ça, sans parler de mes préférences, je pensais que ça pouvait être cool d'évoquer qui sont les gros favoris de cette compétition. Donc let's go, on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour vous parler des joueurs ou des équipes à suivre en vue de cette March Madness qui commence dès demain. Allez hop, pour que vous compreniez un petit peu comment cette vidéo va s'enchaîner, sachez que j'aborde les équipes dont je veux parler par ordre alphabétique. Et du coup, c'est assez logique que je commence par Alabama, l'une des 4 têtes de série numéro 2. Ne le cachons pas, l'équipe a présenté l'une des bonnes surprises de cette saison en présentant un bon équilibre entre les jeunes joueurs et les plus expérimentés. Dans le roster de Nate Oates, c'est clairement le collectif qui est mis à l'honneur. Voilà pourquoi personne ne dépasse les 14 points par match. Il faut dire aussi qu'Alabama présente la meilleure défense du pays, c'est très lourd. En fait, cette team est tellement équilibrée, je trouve qu'il est difficile d'en sortir des individualités. Ceci dit, j'aimerais évidemment évoquer certains joueurs. Le premier dont je veux parler, c'est le sophomore Jaden Shackelford. S'il fallait définir une option 1 à Alabama, ce serait probablement l'arrière. Le gaucher dispose d'un bon shoot, d'un bon pull-up et brille par sa vitesse. Sa bonne vision de jeu s'intègre tout à fait dans le système de Oates et le sophomore est probablement le membre de sa team qui bénéficie le plus de l'effet des projecteurs. Si vous regardez Alabama, il sera donc à suivre de très près. Néanmoins, il me semblerait quand même injuste de ne pas donner du crédit au senior Herb Jones également. Bien sûr, offensivement, le senior a de vraies lacunes, mais sa valeur va bien au-delà des stats. Il est le glue guy par excellence, qui fera déjouer le meilleur joueur adverse grâce à son énergie et ses qualités athlétiques. Le mec fait toutes les petites choses sur un terrain et est d'une valeur incroyable. Mieux encore, pour avoir un apport en attaque, il commence à développer un shoot extérieur qui est fort intéressant. Alors ok, il n'est pas le joueur qui fera le buzz, mais dans cette équipe d'Alabama, il me semblait nécessaire de le mettre en valeur, tant son apport est important. Petit sujet d'inquiétude quand même concernant le freshman Josh Primo. Alors qu'il s'est récemment blessé au genou, nous ne savons pas encore s'il sera en tenue pour le premier tour de la March Madness, et ses qualités de ball handler et de shooter pourraient manquer au Crimson Tide. Alors au vu du manque d'individualité qu'il y a dans l'équipe, je vois quand même mal Alabama pouvoir espérer sérieusement aller au bout, mais n'empêche qu'une participation au Sweet 16 me semble largement envisageable. Parlons désormais d'un seed 1 et d'une équipe qui s'affiche parmi les favorites de ce tournoi, Baylor. Si la Covid aura embêté les Bears, notamment au mois de février, la fac affiche néanmoins un très joli bilan de 22 victoires pour 2 défaites, c'est lourd. Et là, si dans cette team il faut guetter un joueur, c'est bel et bien Jared Butler. Pourtant là je vais parler d'individualité, mais avant je veux préciser que cette fac doit avant tout ses résultats grâce à son collectif, encore une fois. Cela n'a pas empêché Butler, cette saison, d'éclabousser toute la NCAA par son talent. Hyper créatif en attaque, le meneur est un gros scoreur, capable de créer pour lui et pour les autres. Très agile, très skillé, il a su en plus au fil de la saison augmenter ses pourcentages au tir pour être d'une efficacité impressionnante. Son QI basket est excellent, pas loin d'être élite, et rien que pour ça il sera un joueur à suivre de très près dans cette March Madness. Et puis il y a de grandes chances qu'il aille loin en plus. Tant qu'à faire, petit big up à son coéquipier Massio Tig, toujours là pour mettre des points, mais aussi à Davion Mitchell. Si aujourd'hui ce dernier n'est pas le meilleur joueur de son programme, il a cependant un réel potentiel et une marge de progression très intéressante. Véritable two-way player en devenir, il est peut-être l'un de ceux de la fac de Baylor qui a le plus de chances de se construire un avenir sérieux un jour en NBA. J'attends donc avec grande impatience la confrontation entre Baylor et Villanova qui, si la logique est respectée, pourrait avoir lieu dès le Sweet 16.
Allons désormais vers le sud-est des États-Unis pour parler de Florida State. Les Seminoles ont une équipe très offensive, qui parfois vit et meurt avec son shoot. Je ne crois pas vraiment en eux pour aller très loin au vu de leur irrégularité, mais si je les évoque aujourd'hui, c'est surtout pour parler de Scottie Barnes. Yes, l'ailier est à ce jour l'un des prospects les plus hypants en vue de la prochaine draft. Il est dans le top 10 de la plupart des mocks et ce n'est pas un hasard. Pourtant, si vous ne regardez que ses stats, ce n'est pas forcément impressionnant et sa saison n'est pas ouf du tout. Et en vrai, si je suis honnête, je me serais attendu à ce qu'il score plus d'ailleurs, mais son impact à lui aussi va bien au-delà des chiffres. Très long, avec une grande envergure, il est capable de tout faire sur un terrain, et sa polyvalence c'est quelque chose que j'adore. Il joue intelligemment, fait les bons choix, et justement, ce que j'aime c'est qu'il soit capable de peser autrement qu'en marquant des points, même si parfois, je trouve, il ne pense pas assez à lui. Mais bon, sa vision de jeu est excellente, il défend hyper bien, et surtout, c'est un très gros compétiteur qui pensera vraiment à gagner et faire ce qu'il faut pour ça. Il ne lui manque peut-être qu'un peu d'agressivité vers le cercle et d'adresse au tir pour réellement cocher toutes les cases. Heureusement, à ses côtés, MJ Walker et Anthony Polite n'hésiteront pas à prendre les shoots, tandis que Raekwon Gray, notamment dans la peinture, fera le sale boulot. Donc je le répète, je ne crois pas vraiment des masses en cette team, mais rien que pour Scottie Barnes, ça vaudra le coup d'y jeter un œil tant qu'ils sont encore dans la compétition. Par contre, si je crois vraiment en une équipe, c'est bien en Gonzaga que l'on va évoquer maintenant. Comment faire autrement en même temps? Tête de série numéro 1, les Bulldogs n'ont juste pas perdu un seul match de toute la saison. La team jusque-là a tout écrasé sur son passage et compte bien faire la même chose et poursuivre sur sa lancée lors du tournoi final. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que des joueurs à suivre, il y en a quelques-uns, à commencer par Jalen Suggs. Dans cette équipe très axée sur les fondamentaux, le meneur apporte une dimension athlétique très intéressante des deux côtés du terrain. Grâce à ses drives, son playmaking et ses qualités naturelles en transition, c'est lui qui donne le rythme en attaque. En défense, il impose le ton également, et en tant que freshman, il fait déjà partie des meilleurs meneurs du pays. Ultra skillé, ultra athlétique, il appartient d'ores et déjà au top 3 de pas mal de mock drafts 2021, c'est très fort. Il ne lui manque peut-être qu'un petit peu de régularité dans son tir pour atteindre les sommets. Donc oui, go regarder Gonzaga, ne serait-ce que pour observer Jalen Suggs, qui quasiment à coup sûr est un futur crack. Sauf que vous l'imaginez, si actuellement Gonzaga est la meilleure équipe du pays, ce n'est pas dû qu'à un seul joueur. Je vais donc continuer en parlant de Corey Kispert, l'expert du shoot. Meilleur scoreur de sa team, il est l'un des chouchous du coach Mark Few, qu'il fréquente maintenant depuis 4 ans. Et ce qui m'impressionne, c'est non seulement son adresse, mais aussi la qualité des tirs qu'il prend. L'ailier tourne à 54% de réussite tout en prenant la majorité de ses shoots derrière la ligne. Incroyable. Ajoutez à ça qu'il se débrouille également très bien à l'intérieur du périmètre et vous avez un joueur offensif qui, même s'il n'est pas très athlétique, est hyper complet. Capable de prendre feu littéralement, il sera l'une des clés pour que les Bulldogs réalisent un bon parcours, j'en suis persuadé. Donc en gros, pour l'instant, on a Suggs, le meneur athlétique, et Kispert, le sniper d'élite. Pour être complet, il manque une vraie menace au poste, et pour ça, je vous présente Drew Timme. Si cette équipe a tant de succès, c'est qu'elle dispose de vrais profils intéressants que Mark Few utilise avec beaucoup de complémentarité. Timme, lui, se spécialise dans les moves en post-up et les shoots à 3-4 mètres. Il dispose d'un excellent footwork, d'un super toucher, fera constamment le boulot avec régularité. Dans les raquettes, il a été un souci pour les défenses adverses pendant toute la saison. Et même si ce n'est pas lui qui fera la différence en fin de match, il pèsera tout le long de la rencontre par son travail de sape. Et ça, mine de rien, c'est bien trop souvent sous-coté le travail de sape. Enfin, parce qu'il faut bien s'arrêter un jour, je termine avec notre petit français venu de Bordeaux, Joël Ayayi. Désormais titulaire indiscutable chez les Bulldogs, lui est là pour enfiler le costume du lockdown. Sauf qu'en vrai, je trouve que ce serait très limitant de ne le réduire qu'à un rôle de défenseur. Parce que ce que j'aime chez l'arrière tricolore, c'est qu'il sait vraiment tout faire avec beaucoup d'intelligence. Il prend les bonnes décisions, offre des solutions, coupe dans le timing, prend les bons shoots, chope des rebonds, part en transition, c'est super. Je trouve que son rôle est méga important chez les Zags, et à sa façon, même s'il n'est pas le plus flashy, il est le ciment de cette équipe. Ajoutez à ça aussi que grâce à son énergie et son placement, il est probablement le meilleur rebondeur du pays parmi les arrières en NCAA. Dans le basket, il y a toujours de la place pour les joueurs intelligents, et Joël Ayayi fait partie d'eux. Si cette saison on a de telles attentes grâce à Gonzaga, c'est aussi grâce à lui, soyez-en sûrs. Évoquons maintenant très rapidement la fac de Houston. Bon, je ne vais pas en faire des tonnes sur eux et je vais même être un peu sévère. Même si le programme est si tout, je ne crois pas énormément en lui. Ceci dit, si les Cougars ont quelque chose à faire dans cette March Madness, cela passera probablement par Quentin Grimes, meilleur scoreur de son équipe et de loin il est clairement le joueur à mater du côté de Houston. Maintenant, le souci quand même, c'est que l'arrière est très irrégulier. Sa sélection de shoot peut souvent être suspecte et c'est dommage. Moi perso, je ne suis pas fan. Par contre, lorsqu'il prend feu à 3 points, ce qui arrive somme toute assez régulièrement, ça peut faire de sérieux dégâts. De plus, pour sa saison junior, il se développe de plus en plus en tant que leader, et c'est intéressant. Maintenant, soyons honnêtes, pour moi, il manque réellement de constance et de polyvalence pour que je compte réellement sur lui pour porter son équipe loin dans la compétition. Cependant, si pendant la March Madness, il est en mode bouillant, faites attention à Quentin Grimes.
Vient maintenant Illinois, une équipe que j'ai très hâte de voir à l'œuvre dans ce tournoi avec son seed 1. Et si je ressens ça, c'est en grande partie en raison de l'arrière Ayo Dosunmu. Le mec fait juste tout, il score, il prend des rebonds, il passe la balle et est même capable de triple-double. Franchement, je le trouve impressionnant. Si le Fighting Illini fait partie des meilleures équipes en attaque comme en défense cette année, c'est en grande partie grâce à la polyvalence de l'arrière. Je pense qu'il lui manque peut-être juste un vrai shoot pour être un gros prospect pour la NBA, mais en NCAA, ça fait le job et largement. De plus, il est un vrai battant qui n'a peur de rien et peut-être l'un des joueurs les plus clutch de sa génération. Moi je ne le cache pas, c'est l'un de mes petits chouchous, et avec son nez cassé et son masque en plus, il aura la classe. Puis avec tout ça, à Illinois, il est accompagné du sophomore Kofi Cockburn dans le rôle de l'intimidateur. Ce duo perso, je trouve que c'est l'un des plus hypants et l'un des plus complémentaires de la March Madness de cette année. Dosunmu est le créateur, qui joue aussi le rôle de la teigne en défense, tandis que Cockburn, lui, c'est le monstre. Il est probablement l'un des meilleurs big men du pays, et grâce à son énergie constante, il arrive à scorer près du cercle avec une efficacité folle. Alors après, c'est clair, il ne fera pas grand chose d'autre, mais c'est pas grave. Avec Dosunmu qui arrive à attirer les défenses comme un aimant, Cockburn a de plus en plus d'opportunités qu'il arrive à convertir près du panier. Attention quand même si je devais apporter une limite à son trop plein d'énergie, ça lui fait parfois précipiter les choses en attaque et commettre beaucoup trop de fautes en défense. Ça, attention, ça pourrait être une vraie faille pour le Fighting Illini. Heureusement, le seigneur Trent Frazier est là pour canaliser toute cette fougue sur et en dehors du parquet. Sa sagesse en tant que meneur de jeu n'a pas de prix, et je suis persuadé que son rôle de catalyseur pourrait jouer un gros rôle dans le parcours d'Illinois. Donc ouais, vous l'avez compris, je n'en fais pas plus, cette team je la vois bien aller titiller le Final Four. Vient Iowa maintenant, une équipe très intéressante qui, si la logique est respectée, pourrait affronter Gonzaga au Elite 8. Là je le dis, ce duel pourrait valoir son pesant de cacahuètes. Et si cette équipe d'Iowa me hype tant, c'est grâce à Luka Garza, le pivot qui est probablement le meilleur joueur universitaire du pays à l'heure actuelle. Bon après, franchement, les gros amoureux de la défense, passez votre chemin, vous risquez de pleurer devant Iowa. Par contre, si vous voulez du spectacle, let's go. Voir un pivot tourner à 25 points par match dans une équipe qui court dans tous les sens, c'est plutôt fun. Très physique au poste, mais aussi plein de finesse, Garza dispose de skills que personne à part lui ne peut présenter en NCAA cette saison, et maintenant qu'en plus il a développé un petit tir à 3 points, il en devient limite injouable. Même s'il manque probablement d'un peu de mobilité pour espérer briller en NBA un jour, en NCAA sa domination est flagrante. Vraiment, il est une force de la nature, un mec très fin aussi, et une valeur sûre. Je vous invite vraiment à jeter un œil sur ce qu'il produit. De toute façon, quoi qu'il arrive, si vous suivez la March Madness, à mon avis, vous aurez du mal à passer à côté. Puis en vrai, mine de rien, l'équipe est plutôt agréable à regarder jouer. Avec des shooters comme Joe Wieskamp et Jordan Bohannon, Iowa dispose vraiment d'une multitude d'armes qui peuvent mettre le feu un peu partout. Si tout le monde est chaud en même temps, la fac sera très difficile à stopper. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'un jeu intégralement basé sur l'attaque puisse permettre à Iowa d'atteindre des sommets. Le problème avec l'adresse, c'est que ça peut être aléatoire, et quand on mise autant sur l'offensive, on prend quand même des risques. Du coup, même si je pense qu'ils passeront quelques tours, ça vaut peut-être le coup de les mater assez vite avant qu'ils ne se fassent éliminer. En parlant d'équipes qui ne pourraient pas faire long feu d'ailleurs, voici Loyola Chicago. Après, ils peuvent me faire mentir, parce qu'avec leur défense de ouf, ils pourraient en faire des jouets plus d'un. Mais si je les évoque aujourd'hui, c'est surtout pour parler de leur pivot Cameron Krutwig. Le senior a juste un côté génial, il manque de physique, c'est clair, mais offensivement c'est fabuleux. Un peu à la manière d'un Nikola Jokic, il compense son absence de qualité athlétique par une vision de jeu qui fait kiffer. Son toucher est juste fou, son QI offensif est élite, et voir jouer un pivot avec une telle intelligence de jeu, je trouve que ça régale. Donc juste pour lui, si vous tombez sur Loyola Chicago, notamment au premier tour, ne zappez pas. LSU n'est pas attendu non plus parmi les programmes qui devraient connaître les plus longs parcours dans cette March Madness. Tête de série numéro 8, il vive et meurt avec les performances de leur freshman Cameron Thomas. Et ce gars-là, justement, on va en parler tellement on peut adorer ou détester ce profil. Clairement, la sélection de tir de l'arrière est dégueu. Évidemment, ses choix offensifs sont suspects. Sans aucun doute, les briques qu'il envoie parfois à 3 points posent question. Mais waouh, quel instinct de scoreur il possède, ce gars. Voir à quel point il met constamment les défenses adverses sur les talons, je trouve ça très fort. Et ce que je trouve bien, mine de rien, c'est qu'avec sa grosse capacité à provoquer des fautes, il compense plutôt bien ses maladresses. Alors après, c'est sûr, comme je le disais, Cameron Thomas possède un côté croqueur qu'on peut haïr. Mais sans lui, je ne suis même pas sûr que LSU aurait atteint la March Madness. Michigan maintenant, qui après Baylor, Gonzaga et Illinois, est la 4e équipe qui possède une tête de série numéro 1. Pour moi, à la base, les hommes de Juwan Howard représentaient peut-être l'équipe la plus à même de faire trembler Gonzaga. Le souci, c'est qu'Isaiah Livers pourrait manquer le tournoi en raison d'une fracture de fatigue, et ça, du coup, ça pourrait coûter cher, tant il apporte au tir, mais aussi par son côté facilitateur. Cela pourrait donner encore un plus gros rôle à Franz Wagner, le sophomore frère de Mo Wagner. La progression qu'a montré l'ailier cette saison est à mon sens l'une des grosses raisons pour expliquer le succès des Wolverines. Il sait très bien jouer avec ses forces, sa
sélection est soignée, ça lui permet de présenter une vraie adresse de loin. J'aime vraiment son côté intelligent, sa polyvalence défensive, mais aussi ses qualités d'homme à tout faire dans cette équipe. Une bonne March Madness pourrait d'ailleurs largement augmenter ses chances d'être drafté dans le top 10 de la prochaine draft. Parce que ouais, imaginez ce gars en lottery pick, j'y crois réellement. Sauf que même si Franz Wagner est plutôt bien placé dans les mocks, le go-to guy de Michigan, ça reste le pivot Hunter Dickinson. Du haut de ses 2,15 m, le jeune freshman sera très attendu. Son arrivée à Ann Arbor fait vraiment partie des raisons pour lesquelles Michigan a obtenu un first seed. Excellent rebondeur, il a aussi la possibilité d'être très dominant près du cercle. S'il arrive à ne pas trop disparaître, comme c'est parfois le cas lorsque la défense se resserre, il pourrait encore passer un step lors de cette March Madness. Un bon parcours pour les Wolverines passera forcément par un très bon Hunter Dickinson. Parmi les sit-to, il y a aussi Ohio State, et je vais être franc, je ne les imaginais pas si bien classés. Sauf que depuis mi-janvier, les Buckeyes sont intouchables, et ça notamment grâce à un excellent E.J. Liddell. L'ailier fort, en ce moment dans son genre, est bouillant. En utilisant son physique dur, il arrive très bien dans la raquette à réaliser des actions simples avec efficacité. En attaque, il a développé un petit shoot plutôt utile, tandis qu'en défense, sa ténacité lui permet de défendre sur des joueurs plus grands que lui, c'est pas mal. Après, soyons clairs, je l'imagine probablement trop undersize pour s'imaginer un jour un vrai avenir en NBA. Par contre, avec son énergie et son moteur, il pourrait faire partie de ces joueurs qui se feront un nom lors de cette March Madness, et ça peut être intéressant pour la suite. Alors sait-on jamais, si Ohio State va loin, c'est probablement que E.J. Liddell aura fait le job. Et s'il fait le job, pourquoi ne pas imaginer qu'il séduira certains scouts. Petit big up aussi à Dwayne Washington qui évolue à ses côtés. Aucun doute que les Buckeyes, s'ils veulent aller loin dans leur parcours, compteront réellement sur ces bombes de loin. Un autre qui porte son équipe cette saison, vous le connaissez, c'est Cade Cunningham. Si vous voulez savoir tout le bien que je pense de lui, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai sortie rien que sur son profil il y a quelques semaines. Et là, ce que je kiffe, c'est qu'autour du freshman, cette saison, les Cowboys sont surprenants. Avec quelques très grosses wins obtenues lors du tournoi de la Big 12, Oklahoma State monte en puissance, c'est flagrant. Pour ça, ils peuvent remercier les Corones de Cade Cunningham, qui décidément a un don pour ce qui est des actions clutch. Alors que pour des raisons obscures et administratives, la fac a failli ne pas pouvoir participer à la March Madness, on remerciera les instances qui ont bien voulu fermer les yeux et qui n'ont pas été réactives. Parce que oui, cela va nous permettre de voir Cade Cunningham, le probable numéro 1 de la future draft à l'œuvre, et ça n'a pas de prix. Sa science du jeu, sa maturité, sa lecture et sa patience sont folles, il a tout du point guard moderne. Encore une fois, je n'en fais pas trop pour ne pas me répéter pour ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'ai sortie, mais qu'est-ce que je suis hypé là de le voir à ce niveau. Franchement, je pense qu'Oklahoma State pourrait être l'une des bonnes surprises de cet événement. Cade Cunningham a déjà pris l'habitude de briller dans les grands moments, et là, l'occasion semble parfaite. J'ai donc vraiment hâte de le voir à l'œuvre dans ce tournoi. Parlons maintenant très rapidement de la fac d'Oral Roberts. Pas pour l'équipe qui forcément a de très grandes chances de se faire sortir par Ohio State dès le premier tour, mais plutôt pour le sophomore Max Abmas. Le meneur est tout simplement le meilleur scoreur du pays et est sur un rythme incroyable. Au mois de février, il a juste enchaîné 4 matchs à plus de 30 points, dont 2 à plus de 40, c'est ouf. Ultra rapide du haut de son 1m85, il est sûrement l'un des gars les plus intenables du championnat. Bon après, il est sûrement bien trop frêle pour s'imaginer un vrai futur au niveau supérieur, mais quand même, son talent de scoreur vaut le détour. Perso, je ne manquerai pour rien au monde le match du first round entre Ohio State et Oral Roberts. Et si Abmas prend feu comme il sait le faire, j'en serai le premier heureux. Allez, parlons de Tennessee maintenant, Seed 5. Voilà encore une team qui brille par son collectif et sa défense en béton. Une vraie équipe universitaire comme je les aime, quoi. Mais le vrai souci dans ce programme, c'est l'attaque dont l'efficacité est très aléatoire. À l'image de cet aspect, je vais parler du français Yves Ponce. Défensivement, c'est une bête qui a désormais un énorme rôle chez les Volunteers. Doté de qualités athlétiques de grand malade, il est un énorme contreur qui pourra même verrouiller des joueurs bien plus grands que lui. Le gars, dans le même match, a posé 9 contre l'autre jour, rien que ça. Malheureusement, sa palette offensive est assez limitée. Par contre, ce qui compense, c'est qu'il sait très bien jouer sur ses forces. Après, c'est vrai qu'on pourrait attendre d'un joueur de moins de 2 mètres qu'il crée davantage son shoot ou soit plus adroit à longue distance, et Ponce n'en est pas là. Mais peu importe en vrai, parce que son rôle avant tout, c'est d'apporter de l'énergie et de défendre, et ça, il le fait divinement bien. Du coup, offensivement, ce sera probablement à Jaden Springer de prendre ses responsabilités. Même s'il ne tourne qu'à 12 points par match, le leader offensif des Volunteers pendant cette March Madness, ça doit être lui. Le freshman a un gros potentiel et peut livrer de grosses perfs, il a la capacité de créer son shoot, et dans cette team qui galère de ce côté-là, ce sera primordial. Je veux préciser aussi que je n'ai aucun doute sur l'intensité qu'il mettra des deux côtés du terrain, et ça c'est cool. Par contre, espérons pour Tennessee que ses tirs rentreront si la fac veut dépasser le Sweet 16. Allez, on enchaîne avec Yukon, dont je n'attends pas énormément de choses collectivement. Faut dire aussi qu'au vu du nombre de matchs que la fac a vu annulés ou repoussés à cause du virus, ça n'a pas été simple pour les Huskies de trouver un rythme. D'autant plus que leur leader James Bouknight a manqué quasiment la moitié de la saison en raison d'une blessure au coude. Avouez qu'avec tout ça, pour être dans le bon groove, ça commence à être compliqué là. Sauf que justement, la bonne nouvelle, c'est que Bouknight semble désormais en forme, et parlons-en de ce joueur. Si je regarde Yukon jouer cette saison, c'est juste pour lui. Pour moi, il est l'un des attaquants les plus talentueux et les plus polyvalents du championnat.
parce qu'en vrai il dispose de l'intégralité du bagage nécessaire. Il est long, il est dur, il est athlétique et il peut clairement scorer à tous les niveaux. Il a un bon toucher, un excellent body control et est un spécialiste pour prendre ce que lui offrent les défenses. Vraiment, Bouknight est un régal à voir jouer. À mon avis d'ailleurs, il sera sans aucun souci dans le top 10 de la prochaine draft. Mais s'il fait une bonne March Madness, pourquoi ne pas l'imaginer viser encore plus haut? Il sera en tout cas, à mes yeux, l'une des attractions principales de ce tournoi. Alors rien que pour ça, rien que pour le voir jouer le plus longtemps possible, j'espère que UConn passera quelques tours. L'USC fait également partie des facs que je ne regarderai jouer quasiment que pour un seul joueur, Evan Mobley. Ceux qui suivent l'aventure de mes Philadelphia Six-Men doivent très bien connaître son nom d'ailleurs. Mais pour revenir à la réalité, sachez que l'avenir qui est réservé au pivot s'annonce plutôt grandiose. Quasi certain de faire partie du top 5 de la prochaine draft, Mobley fait partie de ces gars qui est aussi performant en attaque qu'en défense. Défensivement, sa longueur interminable, ses appuis et son sens du timing lui permettent d'être un incroyable contreur. Offensivement, sa mobilité, son toucher, sa coordination lui offrent un éventail de possibilités hors du commun. Avec ça, j'ai beaucoup trop hâte de voir lui aussi ce qu'il donnera dans cette March Madness. Puisque j'aime aussi chez ce pivot, c'est qu'il possède à la fois les qualités qu'on pourrait attendre d'un intérieur moderne, tout en possédant celles que l'on apprécie chez les intérieurs old school. C'est cool tout ça, donc n'hésitez pas à regarder jouer USC, vous y découvrirez peut-être l'une des futures pépites de la NBA au poste 5. Let's go Evan Mobley, j'ai envie que tu défonces tout. Ah, enfin mes petits chouchous Villanova. Tiens, dites-moi en commentaire si vous connaissez le joueur qui portait ce maillot là, avec ce numéro derrière moi. Évidemment, il s'agit de quelqu'un qui aujourd'hui joue en NBA. Bref, faites une petite pause, on verra si vous êtes des bons. Inscrivez-moi ça dans la section com et revenons à nos moutons pour parler de cette team de Nova. Maintenant, malheureusement, s'il y a bien un programme qui a été sévèrement touché par la Covid et les blessures, c'est bien les Wildcats. Symbole de tout ça, Colin Gillespie, leader charismatique qui s'est flingué le genou il y a 15 jours et ne participera pas à la March Madness, la tuile. Le senior est clairement l'âme du groupe et faire quelque chose dans ce tournoi sans lui sera vraiment difficile. Du coup, c'est probablement le sophomore Jeremiah Robinson Earl qui sera responsabilisé. Intérieur très polyvalent, il devrait recevoir beaucoup de ballons au poste, domaine dans lequel il se spécialise. Maintenant, sera-t-il capable d'enfiler le costume de go-to-guy? Ce sera son objectif. S'il y arrive, il fait partie de ces gars qui pourraient faire un grand bond lors de la prochaine draft. Cependant, sans les passes de Gillespie, j'ai peur que ce soit difficile. Villanova dispose probablement de trop de gars qui font tout à peu près bien sans exceller nulle part. Exemple, Jermaine Samuels et Justin Moore. Ça manque peut-être de mal alpha pour espérer viser vraiment loin dans cette March Madness. Mais on le sait, le coach Jay Wright a toujours plus d'un tour dans son sac, et rien que pour ça, n'enterrons pas les Wildcats trop vite. Passons maintenant à Virginia, et si vous voulez du spectacle offensif et du jeu rapide, passez votre chemin. L'équipe, parmi les 357 du championnat, est tout simplement celle qui joue avec le rythme de jeu le moins élevé. Clairement, avec eux, on s'endort, et pourtant c'est plutôt efficace grâce à des joueurs qui collent parfaitement à ce dispositif. Le premier, c'est Sam Hauser, l'ailier. Transfuge de Marquette, il a débarqué à Virginia pour en devenir le meilleur scoreur, tout ça grâce à des grosses qualités de shoot. Son efficacité au tir est folle, et justement il profite du style de jeu très lent de Tony Bennett pour choper les meilleures positions possibles. Ce n'est pas funky, mais c'est beau, c'est propre et c'est efficace, bravo. Pour aller plus loin, faut préciser aussi que quand on joue si lentement, généralement il faut aussi pouvoir assurer en défense. Pour ça, faites confiance au pivot Jay Huff qui du haut de ses 2m15 garde la raquette de main 2 mètres. Mais ne pensez pas que pour autant il est inutile en attaque. Grâce à la place qu'il prend, déjà il pose de gros écrans longs à contourner qui libèrent les shooters, mais surtout il est un vrai stretch 5 qui tire à 41% à 3 points tout en rentrant 70% de ses tentatives à 2 points. Encore une fois, à l'image de ce programme de Virginia, ce que fait Jay Huff n'est pas flashy mais c'est redoutablement utile. Pour conclure, peut-être qu'il manque une vraie étincelle pour pouvoir lutter contre les gros programmes comme Gonzaga par exemple, qui apparaît dans la même partie du tableau. Cependant, en jouant un basket sérieux comme ils savent le faire, les Cavaliers peuvent passer quelques tours et pourquoi pas espérer créer la surprise. Un tel jeu, j'en suis persuadé, pourra faire déjouer pas mal de programmes. Enfin, last but not least, West Virginia. Le point fort de cette équipe, c'est sa constance, sa régularité, autour du duo Miles McBride-Derek Culver. Le premier, McBride, c'est un meneur de jeu, un sophomore. Les progrès qu'il a fait depuis sa saison freshman font partie des raisons pour lesquelles West Virginia a obtenu un seed tree. Playmaker très correct, défenseur intelligent, il a surtout su se muer en excellent scoreur cette saison. Il est une vraie menace à 3 points et est un attaquant très élégant à voir jouer. Je pense que les résultats des Mountaineers dépendront beaucoup de ses perfs. Mais pour espérer aller loin, il faudra pouvoir compter sur Derek Culver, aussi l'intérieur spécialiste des double-doubles. Il est un joueur solide, efficace et au niveau de la constance, c'est une machine de régularité. En plus, j'ai senti qu'il montait en puissance au fil de la saison et pas de doute, Bob Huggins, le coach, s'en frotte les mains. Pas de fioriture avec lui, mais tous les soirs le job est fait. Maintenant, si on regarde de manière globale, le tableau me semble plutôt ouvert pour West Virginia. Alors si son duo assure, le programme pourrait représenter l'une des très belles surprises de cette March Madness. S'il y avait une grosse cote à jouer, j'aurais peut-être tendance à mettre une piécette sur eux.
Voilà pour ce qui est de mon guide de la March Madness 2021, voilà pour ce qui est de mon 4e tuto depuis la création de la chaîne. Est-ce que ce format un peu particulier vous a plu, et quelle équipe allez-vous suivre vous? Et au-delà de ça, y a-t-il des programmes ou des joueurs que je vous ai donné envie de guetter? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse énormément de voir quelle tendance se dégage. Puis je veux avoir une pensée pour le Women Basketball également qui disputera le tournoi en même temps. Là-dessus j'ai une petite préférence, alors let's go les filles, UCLA, y a moyen de tout péter. Sinon vous le savez, pour avoir une vision de la NBA différente et complémentaire, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça prend place. La semaine dernière, on a sorti une vidéo sur l'un des moments les plus what the fuck de l'histoire de la NBA, et je tiens vraiment à ce que vous alliez checker ça. Vous pensez ça possible, vous, un gars qui commence un match dans une équipe et qui l'a fini dans l'autre? Eh bien oui, on vous raconte ça là-bas. Pour débattre avec la commu et suivre mes projets au quotidien, vous connaissez Ça Bouge Pas, c'est sur Discord et Instagram que ça se passe. D'ailleurs, sur Insta, mais aussi Facebook et Twitter, les choses sérieuses commencent dans mon tournoi des All-Time Teams avec le second tour qui approche. Alors je vous invite vraiment à nous rejoindre sur ces réseaux pour apporter vos votes. Et ouais, je pense qu'à partir de maintenant, les duels vont être très serrés, alors go soutenir votre équipe favorite si elle est encore là pour lui permettre d'aller le plus loin possible. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Ah oui, 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 oui. Et oui, maintenant vous commencez à le savoir, c'est ça le 4 à la suite, c'est comme ça qu'on référence une vidéo. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin encore dans le soutien, c'est sur Tipeee que je vous donne rendez-vous. C'est ça qui permet avant toute autre chose à la chaîne d'avancer, alors ne l'oubliez pas, c'est hyper important. Mais ça, vu que vous faites partie des vrais qui m'avaient écouté jusque-là, vous le savez déjà, alors merci à tous ceux qui apportent cette force et gros big up à tous. À très vite.